Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et pour une des dernières fois sur cette chaîne avant la sortie du film, nous allons parler de Spider-Man No Way Home et plus précisément concernant mes attentes, vos attentes qui sont aussi nombreuses autant que les miennes parce que Spider-Man No Way Home, on en parle depuis des secondes, des heures, des jours, des semaines, des mois, presque des années même. Forcément, quand tu attends un film depuis aussi longtemps, quand tu as des choses qui fuitent depuis aussi longtemps, tes attentes, elles grimpent et parfois injustement. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire une vidéo où on recentrer les bases, si vous voulez, concernant chaque personnage. À quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'il y en a qui vont être plus secondaires que d'autres? Concernant l'ambiance, la musique, bref, concernant tout le film, de ce qu'on attend. Et enfin, on rebondira le 16 décembre lors de ma critique à cette même vidéo pour justement donner un avis définitif et pour voir ce qui a été fait, ce qui a été manqué, quelles ont été nos attentes qui ont peut-être été, encore une fois, trop exagérées. Bref, donnez-moi vous, votre top 3, allez, top 3 attentes concernant Spider-Man 3 No Way Home, et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Alors pour éviter d'en ennuyer certains, cette vidéo, elle est chapitrée au niveau de la barre de progression, donc s'il y a des choses qui ne vous intéressent pas ou ne vous intéressent plus, vous pouvez passer au chapitre d'après parce qu'on va vraiment tout décortiquer, à commencer notamment par cette fameuse histoire de l'identité de Peter qui a donc été révélée et qui est censée être le noyau central du film, un petit peu de la même manière finalement que Far From Home, et c'est là où ça me fait peur justement. Far From Home était un film que j'avais apprécié énormément, mais qui était injustement mal rythmé et divisé surtout en deux parties. Première partie étant centrée sur le road trip en Europe de Peter, ses relations amoureuses, son crush sur MJ, son début de responsabilité aussi du fait qu'il veuille partir en vacances alors que c'est un héros, etc. Pour se rendre compte ensuite en deuxième partie qu'il fait face à Mysterio, que en fait il manque de confiance en lui depuis la mort d'Iron Man et que c'est ça qu'il doit avoir absolument, qu'il doit comprendre que lui aussi c'est un héros à part entière. Et du coup clairement ce film, on est tous d'accord pour dire que globalement il y a un gros problème de rythme. Et quand on prend Spider-Man No Way Home, c'est un petit peu ce qui s'en dégage aussi quand on regarde les bandes annonces, quand on a toutes les infos. On sait que la première partie du film sera très certainement centrée sur la révélation de Peter, son identité, les répercussions que ça va avoir sur sa famille, sur lui-même, bref toute sa vie qui va être bouleversée, et une seconde partie qui sera beaucoup plus centrée sur le multiverse, sur ses ennemis, sur ses combats. Tout ce que j'aimerais pour ce film, bien qu'il y ait deux parties distinctes, ça franchement ça me dérange pas plus que ça, et c'est aussi le processus d'un film de faire évoluer les choses, mais c'est vraiment d'avoir quelque chose de bien rythmé avec des enjeux aussi importants et peut-être même voire plus importants en début de film que à la fin du film, parce que oui, le multivers c'est énorme, c'est des enjeux qui sont colossaux pour l'univers, mais il faut aussi arriver à équilibrer ça avec le fait que la vie de Peter en début de film va changer. Je veux voir, je sais pas, une tante May qui va être bouleversée, qui va être harcelée, persécutée par des haters de Spider-Man, elle ne pourra plus sortir de chez elle peut-être, elle va peut-être recevoir des pierres sur sa fenêtre, des choses comme ça. On l'a vu dans le trailer, MJ et Ned sont médiatisés aux côtés de Peter, ce qui signifie que pour eux aussi la vie va changer alors qu'ils n'y sont pour rien dans cette histoire. Bref, tout ça, il faut que ça prenne une place énorme dans l'histoire de Peter, et on passe du coup à Peter dans ce développement, et tout simplement que lui, oui, on doit avoir enfin un Spider-Man qui va être mature, qui va avoir des enjeux colossaux, qui va vivre des drames. Je ne sais pas, on a déjà théorisé, je ne sais pas qui de Tante May ou qui de Happy va mourir, peut-être les deux, ça me paraît en tout cas les plus probables à claquer entre guillemets dans ce film, mais quoi qu'il en soit, si un des deux passe l'arme à gauche, ou peut-être les deux, ou peut-être une autre personne auquel Peter tient, il faut absolument que ça ait une répercussion sur la vision du monde de Spider-Man de Peter, et il faut aussi que c'est une répercussion sur lui-même, qui se comporte différemment. Presque, si vous voulez, qu'il considère que sa vie super-héroïque est plus importante que sa vie personnelle, là où dans Far From Home, on avait l'inverse, où il voulait justement que sa vie personnelle soit plus importante que sa vie de super-héros. Passons du coup à un autre personnage qui lui aussi est beaucoup attendu pour ce film, c'est tout simplement Matt Murdock de Charlie Cox. Voilà, ça fait des mois qu'on sait qu'il sera dans le film. Kevin Feige a
officialisé que ça serait Charlie Cox, le Daredevil du MCU officiellement, mais en laissant toujours le doute en mode oui, est-ce que on sait pas quand est-ce que ça va arriver, comment ça va arriver, etc. Kevin, on est au courant, laisse tomber l'affaire, frérot. Ce qu'on aimerait concernant ce personnage, genre ce que j'aimerais tout simplement, et ce qu'on pourrait attendre de manière objective de ce personnage dans ce film, c'est tout simplement une scène de 2 minutes, je pense. Je pense pas que Charlie Cox soit là vraiment pour avoir un développement de personnage, juste pour faire un clin d'œil et pour dire aux fans, Daredevil d'une part arrive dans le MCU, et d'autre part, Daredevil sera joué par Charlie Cox. On ne sait toujours pas comment ça va se passer, puisque selon les rumeurs, il s'agirait d'un soft reboot, ce qui veut dire qu'on ne prendra pas en compte le développement, l'histoire du personnage de Matt Murdock et un petit peu de ses proches durant les séries Netflix, mais qu'on commencera l'histoire de Matt Murdock ici dans le MCU, avec vraiment une toute autre histoire, s'il le souhaite en tout cas, mais que les répercussions de la série n'auront pas d'incidence sur le MCU. Doctor Strange, quant à lui, j'aimerais y voir quelqu'un on va dire de têtu et surtout de puissant. Et c'est ça qui me paraît très compliqué dans ce film, dans le sens où Doctor Strange est un maître sorcier, je sais plus comment il l'appelle vraiment dans le film ou dans les comics, mais c'est un mec hyper puissant tout simplement. Et déjà, si tu le mets dans ta tête face à un bouffon vert, tout seul, juste comme ça, hors contexte, hein, tu te dis, bah en fait Doctor Strange il défonce le bouffon vert. Tu vois, parce que même si le bouffon vert est ultra puissant, etc., bien qu'il soit malin, tout ce que vous voulez, bien qu'il ait des plans, le souci c'est que Doctor Strange, il peut manier le temps, il peut manier plein de choses, donc il faut pas qu'il nous fasse une Captain Marvel si vous voulez, ou rappelez-vous bien, dans Endgame, Captain Marvel était apparu genre 2 minutes à l'écran, parce que Kevin Feige nous avait vendu que c'était le personnage le plus puissant du MCU à ce jour en tout cas, et que finalement, si tu mettais Captain Marvel durant tout le long du film, c'est vrai que ça pète un peu tes enjeux, parce que tu te dis, ok, elle peut terrasser presque limite à elle toute seule, théoriquement parlant en tout cas, toute l'armée de Thanos. C'est pour ça qu'elle intervient vraiment à la toute fin de la bataille et que on la voit très peu au final. Donc là, Doctor Strange, je me dis comment est-ce qu'ils vont réussir à équilibrer un Doctor Strange face à des humains, quel que soit leur pouvoir. Il va peut-être avoir du mal, mais il peut manipuler le temps, après tout, il a des sortilèges, on le voit, il peut effacer la mémoire de certaines personnes, de toute une humanité, donc à partir de ce moment-là, il est un peu en illimité, il a toujours des cartes dans sa manche, logiquement, et en fait, c'est ça qui est dur à faire selon moi dans ce film, c'est d'équilibrer la puissance de Doctor Strange avec la puissance des autres antagonistes pour avoir un combat qui est en même temps badass et épique, mais en même temps juste et équilibré, et qu'on n'ait pas l'impression que Doctor Strange est un petit peu en sous-régime juste pour avoir un combat plus épique et équilibré justement. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais c'est vraiment ce que j'aimerais concernant ce personnage, et aussi une relation assez drôle avec Peter, parce que j'ai pas l'impression qu'il va y avoir vraiment une relation père-fils comme ça pouvait l'être avec Tony Stark et Peter Parker justement. Je pense que ça serait une relation un peu forcée, de la même manière si vous voulez que Hawkeye et Kate Bishop, où ils veulent pas vraiment être ensemble, ou en tout cas Hawkeye ne veut pas être avec elle, mais il en est forcément obligé, et de par les événements, etc. Donc je pense que ça serait plus comme ça que je verrais Doctor Strange et Peter, et évidemment une confrontation entre les deux, car deux optiques différentes, l'un d'un côté qui te dit, de toute façon la destinée des méchants c'est de crever face à Spider-Man, donc si on les tue ça revient exactement au même, et d'un autre côté Peter qui lui est toujours dans cet aspect de héros, et se dit non, on va les sauver, ce n'est pas notre temporalité que ça regarde, ici on fait les choses bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On en vient enfin aux 3 Spider-Man. Et là, autant vous dire que les attentes sont nombreuses, et je pense que comme la plupart des personnages qui vont revenir de la saga Sam Raimi ou de la saga Amazing, je pense qu'il faut voir notre ambition à la baisse concernant ces personnages, dans le sens où ils vont forcément être MCU-isé. Je veux dire que on va pas retrouver les mêmes personnages. Pour moi, c'est impossible. Je pense qu'ils ont essayé de garder l'élément central de chaque personnage, le caractère de chaque personnage hyper présent dans les films, pour retrouver quand même et pour pas décevoir les fans surtout. Mais en même temps, il faut se dire qu'il y a quand même un gap générationnel entre par exemple le premier Spider-Man et ce Spider-Man là. Donc le bouffon vert va être pareil en termes de caractère je pense, mais peut-être plus de blagues, plus de trucs par rapport au fait que ce soit le bouffon vert justement, et que il s'enjaille à faire des choses malsaines. Ça peut être très sympa à voir à l'écran. On a eu un peu une prémisse de ça d'ailleurs dans la bande-annonce, avec notamment toute la bande de Peter qui se fout littéralement de la gueule du prénom de Dr Octopus. C'est un truc, pour être totalement honnête avec vous, je suis pas totalement fan. Je trouve que par exemple cette blague, elle va pas du tout à Dr Octopus, bien que ce soit un mec qui est de base et porté sur l'humour. C'est pas le genre de mec que t'emmerdes non plus. Bien que ce soit un méchant, t'as un respect normalement pour son plan et pour son ingéniosité. C'est comme ça qu'on l'avait vécu dans Spider-Man 2. Je pense quand même que c'est nécessaire de la part de Disney
pour attirer le nouveau public, parce qu'il faut pas oublier que maintenant, à l'heure actuelle, je pense en tout cas que les 2/3 des gens qui regardent le MCU, ce sont des personnes qui n'ont pas été nées ou qui n'ont pas connu l'ère de Sam Raimi par exemple, donc il faut quand même coller à la ligne éditoriale du MCU en général. C'est pour ça que je pense que concernant surtout le Bouffon et le Docteur Octopus, il y aura plus d'humour, plus de choses qui seront MCUisées, là où par exemple Electro, lui, je pense qu'il n'en a pas trop besoin, il a jamais été trop drôle, il a toujours été assez lambda dans son caractère. Tout ce qu'on veut d'un Electro, en soi on va pas se le cacher, c'est qu'il soit épique en fait, qu'il balance des éclairs. Moi en tout cas ce sont mes attentes concernant Electro. Je suis pas particulièrement très fan de son développement de personnage dans The Amazing Spider-Man 2, alors que pourtant j'adore le personnage parce que je le trouve ultra badass, qu'il a apporté de la mise en scène incroyable dans ce film, et je trouve que il n'y a pas plus grand chose à faire avec ce personnage. On verra là-dessus si je me trompe évidemment. J'ai un petit peu peur maintenant concernant l'homme sable et le lézard qui pour moi sont très secondaires et qui n'apparaîtront que pendant peut-être la toute fin du film ou pendant quelques minutes. D'ailleurs l'impression, alors je me trompe peut-être, mais qu'ils n'auront pas d'acteurs, dans le sens où on aura peut-être que de la CGI, parce qu'on ne sait pas si Thomas Haden Church, donc celui qui jouait l'homme sable dans Spider-Man 3, on ne sait pas s'il est de retour. Il y a eu une interview des méchants de Spider-Man, alors qu'il y avait juste Alfred Molina, Jamie Foxx et Willem Dafoe. Où sont passés à ce moment-là le lézard et l'homme sable. Et c'est une chose dont je me dis que finalement, vu que c'est des méchants qui ont des pouvoirs qui peuvent se permettre full CGI, peut-être qu'en fait les acteurs, je sais pas, par souci de contrat ou parce qu'ils veulent plus revenir, ne sont tout simplement pas dans le film, que, tout simplement c'est que de la CGI, le lézard on le verra juste en lézard, et l'homme sable juste en amas de sable qui bouge par-ci par-là. Il y avait quand même des rumeurs, faut quand même le préciser, parce que tout espoir n'est pas perdu, il y avait quand même des rumeurs qui disaient que Thomas Haden Church serait de retour dans Spider-Man No Way Home, mais jusque là c'est vrai qu'on n'a pas eu de preuves concrètes. Voilà, je comprends pas pourquoi ils ont pas fait d'interview ou autre, il n'y a pas de surprise à gâcher, pourtant je sais pas du tout. Donc voilà, là-dessus mes attentes c'est de voir l'homme sable et le lézard, je suis très content, mais après est-ce qu'on peut attendre les acteurs? Bah écoutez, ça l'avenir nous le dira, je suis pas certain, ils peuvent se permettre de la CGI là-dessus. Concernant Miles Morales, parce que beaucoup me posent la question, je pense qu'il ne sera pas dans le film. Encore plus maintenant que je sais que Spider-Man aura droit à 3 prochains films. Selon moi, ce seront ces 3 prochains films qui serviront à introduire, mais aussi à former le Spider-Man de Miles Morales pour un passage de flambeau. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour Miles, même s'il y a eu un petit easter egg dans Homecoming, on nous montre juste qu'il existe, mais après tout, dans les comics, Spider-Man est déjà adulte, est déjà bien formé, a déjà beaucoup d'expérience en tant que Spider-Man au moment où il forme Miles Morales. Je me dis que ça peut vraiment pas se passer maintenant, il faut laisser du temps pour que le Miles Morales donc de Homecoming, qui était donc enfant, on le sait grâce à son oncle Davis, puisse grandir et puisse ensuite rencontrer un Peter Parker joué par Tom Holland toujours, mais qui sera beaucoup plus adulte et expérimenté. Et l'autre sujet c'est Venom. Venom pour moi c'est uniquement en scène post-générique. J'ai déjà dit, je vous le refais parce que c'est une vidéo un petit peu bilan, mais Venom pour moi est un personnage dans les comics, dans les dessins animés, dans les jeux vidéo qui a un énorme lien en fait si vous voulez avec Peter Parker. Et là juste l'introduire dans un film qui comporte déjà 5 méchants, je me dis c'est vraiment pas une bonne idée. Il faut absolument donner à ce duo ce qu'il mérite, c'est-à-dire un film à part entière ou un gros développement de personnage où tu peux prendre ton temps avec peut-être plusieurs méchants etc en même temps, mais moins de méchants, moins d'enjeux. Là t'as quand même la réelle identité de Peter, t'as le multiverse, t'as aussi le temps qu'il faut accorder aux 3 Spider-Man, qui sera selon moi, je sais pas, de 30 minutes, un délire comme ça, le temps pour chaque méchant. Bref, t'as énormément de choses, et pour moi Venom n'irait pas dans un film Spider-Man No Way Home. C'est pour ça que je l'attends uniquement en scène post-générique pour créer le lien avec la scène post-générique de Venom 2, et on imagine peut-être aussi celle de Morbius, pour ensuite créer un film Sinister Six, vu qu'on le sait, un film Kraven le Chasseur arrive en janvier 2023, et que si vous voulez mon avis, c'est un petit peu ça peut-être qu'ils essaient de faire depuis maintenant quelques mois du côté de chez Sony. J'ai fini un petit peu avec les personnages, alors j'ai pas tout cité, j'ai vraiment cité les personnages dont j'ai des attentes, c'est-à-dire que Happy, Tante May, mis à part le fait peut-être de dire qu'il y en a un des deux qui va mourir, c'est vrai que j'ai pas d'attente particulière, je vais juste me laisser porter par le truc, j'ai pas d'attente concernant MJ ni pour Ned, mis à part le fait qu'on imagine que ils vont aider Peter sur un certain point du scénario, mais on va passer du coup à l'ambiance du film en général. Et autant vous dire que là j'ai d'énormes attentes sur l'ambiance, c'est peut-être l'attente la plus expressive que j'ai, dans le sens où j'ai énormément envie de voir déjà un Peter Parker qui va souffrir, qui va perdre un proche,
qui va apporter beaucoup à l'ambiance, mais aussi une ambiance épique. D'ailleurs, je crois que c'est John Watts qui avait dit que ce film Spider-Man serait un petit peu le Spider-Man Endgame, ce qui veut dire qu'il y a des enjeux qui sont énormes, qu'il y a beaucoup de drames qui s'y passent et qu'on peut s'attendre à des choses épiques et mémorables. En tout cas, moi, c'est ce que j'imagine quand John Watts dit ça. C'est aussi ce que j'ai envie de voir, ça tombe bien, parce qu'on parle d'un film qui est censé boucler la boucle, avec des personnages dont on est fan ou pas, mais des anciens personnages mythiques, légendaires dans l'univers de Marvel, qui seront de retour dans ce film-là et qui seront liés avec d'autres générations de personnages. C'est un film où tu ne peux pas te rater là-dessus. C'est pour ça que pour moi, si tu veux apporter ces personnages, il faut emmener une ambiance très sombre, avec quelques vannes évidemment. Ça reste du Marvel, ça reste du Spider-Man, mais je pense que il faut se dégager des autres films Homecoming et Far From Home, nous disant ok, ce film par contre il est sérieux les gars, il est beaucoup plus sérieux que les autres, il y a des enjeux colossaux, Peter va souffrir, il y a des gens qui vont mourir, ça va être incroyable. Je fais partie des seuls ici à apprécier le fait que des personnages meurent, parce que je me dis que c'est pas très bien vu, mais c'est ça aussi qui fait avancer les personnages. Et dans le cas de Peter, que ce soit dans les comics, dans les jeux vidéo ou autre, ça a toujours été le cas. À chaque fois qu'il y a eu un drame qui s'est passé, c'est ça qui a fait que Spider-Man a évolué. Et prenons pour base Oncle Ben. Voilà, si Oncle Ben n'était pas mort, Peter Parker ne serait jamais devenu Spider-Man, ou en tout cas pas comme ça. Pour vous dire que il faut qu'il y ait des personnages qui meurent pour avoir le Spider-Man dont on rêve peut-être, que vous rêviez peut-être, c'est-à-dire un Spider-Man épique, adulte, charismatique. Parce que oui, pour l'instant, si on me dirait si t'es un héros charismatique, j'adore Spider-Man, c'est mon héros préféré, mais je vais pas citer Spider-Man de la MCU directement, voilà. J'ai aussi des attentes concernant la mise en scène, des gros plans rapprochés à la Sam Raimi, et surtout, s'il vous plaît Sony, ne foirez pas ça, je vous en supplie, musique épique au moment où les trois Spider-Man vont être ensemble, ou au moment où on va voir Tobey Maguire et Andrew Garfield arriver, là je vais avoir des frissons. Rien que d'en parler, je n'en peux plus d'excitation, donc il faut absolument qu'on ait les anciens thèmes de Spider-Man ou des thèmes remixés à la sauce MCUisée justement, tout en reconnaissant les anciens thèmes musicaux, avec des scènes de balancement. Mais s'il vous plaît, qu'est-ce que vous foutez Sony? Vite, donnez-nous des scènes de balancement de Spider-Man. Voilà, Homecoming, il n'y avait rien concernant les scènes de balancement. Far From Home, voilà, un chouïa, peut-être tu sentais qu'il y avait une idée, mais c'était toujours pas ça. Là, est-ce que ça serait pas le moment de nous mettre des scènes épiques, peut-être des trois Spider-Man qui sont en train de se balancer en même temps, de comboter un petit peu comme dans les jeux vidéo où tu joues plusieurs personnages en même temps. Là, pareil, ils sont en train de combattre un ennemi ensemble, etc. Ça peut être très très fun. Et enfin, concernant la deuxième scène post-générique, parce que oui, je pense qu'il y aura deux scènes post-génériques pour un film de cette envergure, et de toute façon, il y a deux scènes post-génériques dans Eternals, et il y a deux scènes post-génériques aussi dans Shang-Chi. Maintenant, c'est un petit peu le fer de lance maintenant de Marvel Studios, là où avant la traduction c'était une scène post-générique. J'aimerais voir un truc en rapport avec Doctor Strange. Peut-être, qui sait, est-ce qu'on peut espérer Wanda dans une scène post-générique? Peut-être que ça serait un peu trop, mais voir un Doctor Strange qui fait face à un nouveau danger et qui se sent obligé de partir dans le multiverse, et on commencerait à avoir, je sais pas, des éléments un petit peu graphiques à l'écran, des choses très violettes, ou avec peut-être des premières créatures, des bouts de premières créatures qui arriveraient. Bref, des choses comme ça, où on sent que, même si No Way Home est terminé, les problèmes ne s'arrêtent absolument pas à la fin de ce film, qui font justement que commencer, et voir un Doctor Strange qui est totalement bouleversé et qui se dit merde, maintenant il faut que j'y aille. Bref, voilà, c'est un petit peu en gros du gros vraiment, en tout cas de ce que je vois comme ça à chaud dans ma tête, mes plus grosses attentes concernant Spider-Man 3 No Way Home. Autant vous dire que j'ai essayé vraiment de minimiser la chose parce que mes attentes sont incroyables, je suis un gros fan de Spider-Man, on en parle depuis des mois, peut-être des années sur la chaîne de ce film, on a tout décortiqué point par point, et j'ai jamais autant été hypé par un film. Je rappelle que tout simplement j'irai voir le film moi le mercredi soir à 19h30, donc voilà, je posterai rien du tout ce mercredi là parce que je préfère prendre mon temps pour parler de ce film, pour vous donner un avis le plus objectif aussi possible, parce que il faut pas être là en mode dans ma critique, en mode oh mon dieu, il y a Tobey Maguire, ce film est incroyable, c'est le meilleur du MCU. Donc moi je préfère prendre du recul, je sortirai la vidéo critique le lendemain, le 16 décembre à 18h, ça me laissera le temps un petit peu de cogiter, de tourner, de monter la vidéo et de voir un petit peu comment ça se passe. Et voilà, c'est tout en fait, il n'y a rien d'autre à dire de plus. Nous sommes enfin arrivés presque au moment où sort cette vidéo
au dénouement. Après des mois et des mois d'attente, on peut le dire, nous allons très bientôt voir Spider-Man 3 No Way Home. J'ai dit Spider-Man 3 No Way Home, il n'y a pas assez de mois pour que je dise correctement le film en fait apparemment. Bref, dans tous les cas, dites-moi vous, quelles sont vos plus grosses attentes en commentaire concernant ce film? Est-ce que vous avez envie d'y voir un personnage en particulier? N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, bien qu'il soit en pause du 13 au 17 décembre, au 15 décembre en tout cas, eh bien vous pouvez quand même me rejoindre parce que là-bas il y a plein de news et aussi il y a un concours qui sera lancé le 15 décembre. Donc voilà, venez me rejoindre là-bas et de mettre aussi le petit pouce bleu qui fait plaisir. Voilà, j'ai fini mon petit jargon d'influenceur. Bref, prenez soin de vous, je vous souhaite une très bonne séance les dos, très bien méritée après tous ces mois d'attente. Des bisous les dos.